La journée commence sur une scène presque anodine, loin des dangers qui entourent Patrick et Babette. Lucie découvre que sa voisine Zoé se retrouve coincée devant sa propre porte, celle-ci s'étant refermée alors qu'Harry est resté à l'intérieur. L'incident pourrait sembler banal, mais il va permettre aux deux jeunes filles de se rapprocher d'une manière inattendue. Lucie propose aussitôt son aide, sans vraiment savoir comment sortir Zoé de cette situation embarrassante. Pourtant, en quelques secondes seulement, cette dernière réussit à manipuler la serrure et à déverrouiller la porte avec une facilité déconcertante. Lucie reste bouche bée devant cette adresse presque professionnelle, incapable de comprendre comment sa voisine a pu apprendre un geste aussi précis. Intriguée, Lucie lui demande comment elle a réussi à ouvrir la serrure aussi rapidement. La question pourrait sembler innocente, mais elle touche directement une partie du passé que Zoé préfère garder derrière elle. La jeune femme ne lui explique évidemment pas qu'elle a autrefois évolué dans le monde du vol, où savoir ouvrir une porte représentait parfois une compétence indispensable pour survivre. Zoé choisit donc de rester vague, refusant de laisser cette nouvelle relation être contaminée par ce qu'elle était autrefois. Depuis qu'elle essaie de construire une vie plus stable, chaque rencontre représente aussi une possibilité de repartir autrement. Face à Lucie, elle ne veut pas être regardée comme l'ancienne voleuse capable de forcer une serrure, mais simplement comme une jeune femme ordinaire. Plus tard dans la journée, cette proximité naissante prend une tournure encore plus chaleureuse. Zoé remet à Lucie un double de ses clés, geste simple en apparence mais révélateur d'une confiance qui commence doucement à s'installer. Entre elles, la conversation devient naturelle, presque légère, comme si la méfiance n'avait jamais eu le temps de trouver sa place entre les deux voisines. Lucie remarque alors le scooter de Zoé et lui confie qu'elle trouve cette liberté particulièrement enviable. À ses yeux, pouvoir partir à n'importe quel moment, traverser Marseille et s'éloigner quelques instants du quotidien ressemble presque à une promesse d'indépendance. Zoé comprend immédiatement cet enthousiasme et lui propose spontanément de monter derrière elle pour aller faire un tour. Quelques instants plus tard, les deux jeunes femmes s'installent sur le deux roues et prennent la route. Lucie semble ravie de cette aventure improvisée, tandis que Zoé profite elle aussi de cet instant sans complications. Pourtant, derrière cette scène légère se cache une nouvelle dynamique. Une amitié commence peut-être à naître, alors même que certains secrets restent soigneusement dissimulés. Pendant ce temps, Baptiste retrouve Morgane sur la place du Mistral. Leur relation avance avec une sincérité évidente, mais elle se heurte constamment à une réalité beaucoup moins romantique, leurs emplois du temps. Morgane lui annonce qu'elle sera de garde le lendemain soir, réduisant une nouvelle fois à néant l'occasion qu'ils espéraient trouver pour passer un moment ensemble. Cette nouvelle déçoit évidemment Baptiste, d'autant plus qu'ils comprennent rapidement qu'ils pourraient ne pas réussir à se voir avant le samedi suivant. Leur frustration est réelle, mais aucun des deux ne veut transformer cette difficulté en conflit. Ils choisissent au contraire de sourire de la situation, comme s'ils essayaient de protéger leur histoire contre cette succession de rendez-vous impossibles. Baptiste refuse cependant d'accepter aussi facilement cette attente. Il promet à Morgane qu'il trouvera une solution pour qu'ils puissent se retrouver plus tôt. Derrière cette assurance, il y a surtout l'envie de préserver une relation qui compte désormais beaucoup pour lui. Mais cette détermination va progressivement l'amener à envisager une décision dont les conséquences pourraient être beaucoup moins légères qu'il ne l'imagine. Il se tourne d'abord vers Thomas et lui demande s'il pourrait récupérer Mathis après la garderie. Pour Baptiste, cette solution permettrait de dégager quelques heures et de profiter enfin d'un moment avec Morgane. Thomas comprend ce besoin, mais il ne peut malheureusement pas se libérer. Son travail au Mistral ne lui laisse pas la disponibilité nécessaire pour aller chercher son petit-fils. Baptiste réfléchit alors à une alternative beaucoup plus audacieuse, permettre à Mathis de rentrer seul jusqu'au Mistral. Thomas réagit immédiatement avec inquiétude. Son expérience et son instinct lui rappellent tout ce qui peut arriver sur un trajet pourtant familier. Il demande à son fils ce qu'il fera si Mathis croise une personne mal intentionnée ou se retrouve confronté à un imprévu. La remarque touche évidemment Baptiste, car il sait que Thomas n'exagère pas complètement. Laisser son enfant effectuer seul ce trajet représente une nouvelle étape, autant pour Mathis que pour lui. Pourtant, Baptiste veut croire que son fils en est capable. Il ne considère pas cette décision comme un abandon, mais comme une manière de lui accorder progressivement davantage d'autonomie. Lorsque Baptiste annonce finalement à Mathis qu'il pourra rentrer seul après la garderie, le petit garçon accueille la nouvelle avec enthousiasme. Pour lui, cette permission ressemble surtout à une preuve de confiance. Il est fier que son père le juge assez grand pour se débrouiller sans adulte. Baptiste observe cette joie avec tendresse, tout en sentant probablement la responsabilité de sa décision peser davantage sur ses épaules.
Pour se rassurer, Baptiste décide d'effectuer une dernière fois le trajet avec Matisse. Il surveille chacun de ses gestes, regarde comment il traverse, comment il se repère et s'assure qu'il connaît parfaitement le chemin jusqu'au Mistral. Matisse se montre attentif, prudent et étonnamment sûr de lui. Tout semble donc confirmer que Baptiste peut lui faire confiance. Mais même lorsque tout paraît parfaitement maîtrisé, certaines inquiétudes refusent de disparaître. Baptiste sait désormais que Matisse connaît son itinéraire, qu'il sait observer la route et qu'il semble comprendre les dangers élémentaires. Pourtant, l'avertissement de Thomas continue de planer silencieusement. Connaître son chemin ne signifie pas pouvoir prévoir toutes les rencontres susceptibles de survenir. Dans le même temps, loin de cette apparente tranquillité, Patrick et Babette vivent une situation autrement plus dramatique. Prisonniers dans une cabane dont toutes les issues ont été condamnées, ils commencent à perdre leur force. L'air devient progressivement leur ennemi, et leur corps, déjà éprouvé par la captivité, ne semble plus capable de lutter longtemps contre ce danger invisible. Le détecteur de monoxyde de carbone finit par se déclencher, donnant une réalité terrifiante à ce que Patrick comprend déjà. Babette et lui ne sont pas simplement enfermés, ils sont condamnés à s'asphyxier si personne ne les retrouve rapidement. Les secondes prennent alors une dimension différente, tandis que leur lucidité commence à s'effacer et que l'espoir semble se réduire dangereusement. Patrick lutte contre l'engourdissement qui gagne peu à peu son corps. Sa respiration devient plus difficile, ses pensées se brouillent, mais quelque chose en lui refuse encore de céder. À quelques mètres, Babette semble elle aussi glisser dangereusement vers l'inconscience. Cette vision agit comme un électrochoc. Patrick rassemble ce qui lui reste d'énergie et commence à tirer sur les liens qui emprisonnent ses poignets. Ses gestes sont lents, douloureux, presque mécaniques. Pourtant, à force d'insister, il parvient finalement à desserrer suffisamment ses attaches pour libérer ses mains. Il se précipite aussitôt vers Babette et défait à son tour les liens qui la retiennent. Ce petit succès leur rend un instant l'espoir, mais celui-ci disparaît rapidement lorsqu'ils comprennent que leur prison est bien plus solide qu'ils ne l'imaginaient. Patrick tente d'ouvrir la porte, puis cherche une autre issue. Rien ne cède. Les ouvertures ont été condamnées avec soin, comme si ceux qui les ont enfermés avaient précisément prévu qu'ils puissent réussir à se libérer. Babette, encore étourdie, essaie de l'aider, mais ses forces diminuent rapidement. Le monoxyde de carbone continue de remplir silencieusement la pièce, transformant chaque respiration en menace. À ce moment-là, la peur prend une forme presque insupportable. Patrick et Babette ont déjà affronté ensemble de nombreuses situations difficiles, mais celle-ci ne leur laisse presque aucun adversaire visible contre lequel se battre. Aucun homme à désarmer, aucune porte facile à forcer, aucun dialogue possible. Seulement un gaz invisible qui les affaiblit progressivement et une cabane devenue piège mortel. Le signal du détecteur continue de retentir, obsédant, comme un compte à rebours qu'aucun d'eux ne peut arrêter. Patrick tente encore de rester lucide, de trouver une solution, mais son corps commence à ne plus répondre correctement. Babette comprend elle aussi que leur marge de manœuvre disparaît. À cet instant, ils semblent réellement arriver au bout de leurs possibilités. C'est alors que l'impensable se produit. Sonia et Franck arrivent finalement jusqu'à la cabane et comprennent immédiatement l'urgence de la situation. Ils n'ont pas le temps d'attendre ni d'élaborer une stratégie prudente. Il faut entrer au plus vite. Leur intervention permet d'ouvrir les accès condamnés et d'atteindre Patrick et Babette juste avant que l'asphyxie ne devienne irréversible. Lorsque l'air extérieur les atteint enfin, Patrick et Babette sont encore profondément affaiblis. Ils ont besoin de plusieurs instants pour retrouver leurs esprits et comprendre qu'ils viennent réellement d'échapper à la mort. La tension accumulée laisse place à un mélange de soulagement, de fatigue et d'incompréhension. Leur mission, qu'ils pensaient encore pouvoir contrôler, vient de franchir une limite particulièrement inquiétante. Sonia et Franck ne peuvent plus continuer à masquer la situation. Devant Patrick et Babette, ils finissent par révéler une vérité essentielle. Depuis plusieurs jours, ils poursuivent leurs actions sans l'autorisation de leur hiérarchie à la DGSE. Autrement dit, le filet de sécurité institutionnelle qu'aurait dû représenter leur mission n'existe plus réellement. Ils avancent désormais seuls, avec des moyens limités et des risques considérables. Cette révélation change brutalement la manière dont Patrick et Babette perçoivent les événements. Ils savaient déjà que Tamara était dangereuse, mais ils découvrent qu'ils sont engagés dans une opération qui ne bénéficie même plus du soutien officiel attendu. Chaque erreur pourrait donc avoir des conséquences encore plus graves, puisque personne ne viendra nécessairement réparer ce qui pourrait mal tourner. Pour Babette, cette réalité pourrait suffire à tout arrêter. Elle vient d'être enfermée, attachée et presque tuée par intoxication. Pourtant, une autre partie d'elle refuse désormais de reculer. Après avoir été aussi proche du danger, abandonner signifierait laisser Tamara poursuivre librement son objectif.
Cette idée lui paraît impossible, surtout alors qu'une personne comme Joël semble encore directement exposée. Pendant ce temps, Tamara Kadin cherche précisément à organiser le départ de Joël. Elle s'adresse à Isaac pour savoir si l'état de sa patiente permet un voyage en avion. Isaac procède à son évaluation et se montre rassurant. Rien, médicalement, ne semble empêcher Joël de quitter le pays. Il rédige donc une attestation confirmant qu'elle est apte à voyager. La scène pourrait paraître parfaitement administrative si Joël ne profitait pas de son départ pour adresser à Isaac une demande très particulière. Elle lui demande de remercier Babette pour tout ce qu'elle a fait. Puis elle ajoute une phrase beaucoup plus étrange, affirmant qu'elle n'oubliera rien et qu'elle a laissé un peu d'elle-même ici pour Babette. Isaac retient ces mots sans immédiatement en saisir toute la portée. Cette formulation possède quelque chose de suffisamment inhabituel pour provoquer un doute. Joël ne semble pas simplement transmettre des remerciements. Ses paroles ressemblent davantage à une manière détournée de communiquer une information sans attirer l'attention de Tamara. Dans une situation où chaque geste peut être surveillé, un objet insignifiant ou une phrase apparemment sentimentale peut soudain devenir un véritable message codé. Babette finit justement par se rendre auprès d'Isaac. Après tout ce qui vient de se produire, elle ne peut pas se permettre d'ignorer la moindre piste. Elle lui demande directement si Tamara accompagnait Joël. Isaac confirme alors que Joël doit prendre l'avion dans la soirée et lui répète exactement les mots que la jeune femme lui a demandé de transmettre. Babette comprend aussitôt que cette phrase mérite d'être prise au sérieux. Isaac ajoute alors un détail déterminant, Joël a laissé derrière elle un stylo posé sur la table. Un objet banal, presque trop banal pour attirer l'attention. Pourtant, lorsqu'il l'examine, il découvre qu'une adresse y a été inscrite. Il s'agit de l'adresse d'un hôtel. Le doute disparaît. Joël a bel et bien voulu guider Babette quelque part sans pouvoir le dire ouvertement. Le stylo devient alors bien plus qu'un simple objet oublié, il constitue une piste volontairement abandonnée. Pour Babette, cette découverte agit immédiatement. Après avoir frôlé la mort quelques heures plus tôt, elle devrait peut-être chercher à se protéger. Au contraire, elle ne pense déjà plus qu'à rejoindre cet hôtel. Lorsqu'elle rentre avec Patrick, elle lui expose son intention sans détour. À ses yeux, ils ne peuvent pas laisser passer une telle occasion. Si Joël a pris autant de risques pour laisser cette adresse, c'est probablement parce qu'elle attend une intervention rapide. Chaque minute perdue pourrait permettre à Tamara de disparaître ou d'emmener Joël définitivement hors de leur portée. Patrick partage son inquiétude, mais il refuse cette fois de se précipiter. Leur expérience dans la cabane vient de leur rappeler avec brutalité à quel point Tamara est prête à aller loin. Il le dit clairement à Babette, ils n'auront pas une deuxième chance. S'ils se rendent à cet hôtel, ils doivent être protégés, et surtout ne plus agir seuls. Patrick insiste donc pour prévenir Sonia et Franck avant toute intervention. Il veut que les quatre avancent ensemble, avec suffisamment de coordination pour éviter un nouveau piège. Babette brûle d'impatience, mais elle comprend la logique de son mari. Leur courage ne peut pas se transformer une nouvelle fois en imprudence, surtout maintenant qu'ils connaissent précisément la détermination de leur adversaire. Finalement, Patrick réussit à joindre Sonia. La communication est mauvaise, le réseau coupe et rend chaque échange difficile. Malgré ces problèmes, l'essentiel passe, ils ont une adresse et une raison sérieuse de penser que Joël tente de leur indiquer où agir. Une nouvelle opération se dessine alors, plus urgente encore que la précédente. Quelques instants plus tard, le groupe commence à se rapprocher de l'hôtel indiqué sur le stylo. Patrick et Babette savent qu'ils vont retourner au contact du danger presque immédiatement après y avoir échappé. Pourtant, cette fois, quelque chose a changé. Ils connaissent mieux les risques, ils savent qu'ils ne disposent d'aucune marge d'erreur, et surtout, ils comprennent désormais que Tamara ne reculera devant rien. Devant l'hôtel, la tension est immédiate. Patrick, Babette, Sonia et Franck savent tous que l'adresse découverte grâce au stylo de Joël peut représenter leur meilleure chance de la retrouver, mais aussi un nouveau piège. Après l'épisode de la cabane, personne ne peut oublier que Tamara est capable d'anticiper leurs mouvements et de transformer la moindre erreur en menace mortelle. Les quatre prennent donc quelques instants pour réfléchir à la manière d'intervenir. Sonia et Franck, plus habitués à ce type d'opération, veulent limiter les risques au maximum. Patrick et Babette, eux, ont encore dans le corps la fatigue de leur récente asphyxie, mais leur détermination reste intacte. Ils refusent de quitter les lieux alors qu'ils savent Joël potentiellement en danger. Finalement, Sonia et Franck décident qu'ils entreront seuls dans l'hôtel. Leur objectif est clair, repérer Joël, comprendre la situation et éviter d'exposer inutilement Patrick et Babette. Ces derniers doivent rester à l'extérieur, prêts à réagir seulement si quelque chose d'inattendu se produit.
Sur le papier, ce plan semble raisonnable, presque prudent après les risques insensés pris jusque-là. Babette accepte difficilement de rester en retrait. Depuis que Joël lui a laissé ce message caché, elle a l'impression de porter une responsabilité directe envers elle. Chaque minute passée à attendre lui paraît trop longue. Patrick tente de contenir cette impatience. Il sait que son épouse serait capable de se précipiter sans réfléchir si elle croyait Joël en danger immédiat. À ce moment-là, leur attention est attirée par une silhouette au loin. Une femme s'approche de l'hôtel avec une apparence suffisamment banale pour ne provoquer aucun soupçon chez les passants. Elle porte une tenue de femme de ménage, comme si elle faisait simplement partie du personnel de l'établissement. Mais Patrick et Babette reconnaissent rapidement son visage, il s'agit de Tamara. La surprise est totale. Alors que Sonia et Franck sont partis à l'intérieur pour conduire l'opération, la principale menace se trouve finalement juste devant eux. Tamara a choisi un déguisement parfaitement adapté à l'environnement, une manière efficace de circuler sans éveiller l'attention. Cette découverte place Patrick et Babette face à un choix immédiat, attendre les autres ou intervenir avant qu'elles ne disparaissent. Ils savent pourtant ce qu'ils s'étaient promis. Quelques heures plus tôt, Patrick insistait encore sur la nécessité de ne plus agir seul. Tamara avait déjà démontré jusqu'où elle était prête à aller, et leur précédente imprudence avait failli leur coûter la vie. Mais cette fois, la situation évolue trop vite pour leur laisser réellement le temps d'hésiter. Patrick observe Tamara tandis que Babette comprend immédiatement que Joël doit se trouver tout près. Si la femme est ici, déguisée, alors cette adresse n'était pas une fausse piste. Joël a probablement réussi à transmettre exactement l'information qu'elle voulait leur donner. Le danger est donc réel, et le moindre retard pourrait permettre à Tamara de terminer ce qu'elle est venue faire. Sans attendre le retour de Sonia et Franck, Patrick et Babette passent alors à l'action. Leur intervention n'a rien d'un geste irréfléchi motivé par l'adrénaline. Elle vient d'une urgence concrète, d'une conviction simple. S'ils laissent Tamara poursuivre son chemin, ils risquent de perdre Joël. Toute la peur accumulée dans la cabane se transforme soudain en énergie. Ils réussissent à arrêter Tamara. L'affrontement constitue un tournant essentiel, car pour la première fois depuis le début de cette mission, Patrick et Babette ne subissent plus les événements. Quelques heures auparavant, ils étaient attachés, enfermés et presque inconscients. Désormais, ce sont eux qui empêchent leur adversaire d'aller plus loin et reprennent enfin une forme de contrôle. Dans la foulée, Joël est libéré à temps. La piste laissée sur le stylo a donc rempli son rôle jusqu'au bout. Son message à Isaac, volontairement ambigu, n'était pas une simple formule de gratitude. En laissant un peu d'elle, derrière elle, Joël avait trouvé le moyen de placer une indication suffisamment discrète pour que Tamara ne comprenne pas immédiatement son intention. Pour Babette, ce sauvetage possède forcément une dimension particulière. Elle avait perçu derrière les paroles rapportées par Isaac quelque chose de plus profond qu'un simple remerciement, et son intuition s'est révélée juste. Cette confiance silencieuse entre Joël et elle a permis de transformer un objet oublié en véritable appel au secours, puis cet appel en intervention décisive. Patrick, de son côté, peut mesurer tout ce qui vient de se jouer. Il avait voulu éviter une nouvelle prise de risque et agir uniquement avec Sonia et Franck. Pourtant, lorsque Tamara s'est retrouvée sous leurs yeux, la réalité a balayé le plan préparé quelques minutes plus tôt. Dans ce genre de mission, aucune stratégie ne peut survivre intacte à l'imprévu. Quelques minutes plus tard, Sonia retrouve Patrick et Babette. Au lieu de leur reprocher leur initiative, elle reconnaît l'efficacité de leur intervention. Elle les félicite même pour leur professionnalisme. Leur compliment est d'autant plus significatif que le couple n'est pas composé d'agents aguerris de la DGSE. Pourtant, malgré leurs erreurs et leur manque d'expérience, ils viennent d'obtenir un résultat essentiel. Cette reconnaissance offre à Patrick et Babette un bref instant de soulagement. Après la peur, l'asphyxie, le mensonge autour de l'opération et la poursuite clandestine de la mission, ils peuvent enfin croire que tout cela n'a pas été inutile. Tamara est arrêtée, Joël est libre et la piste qui menaçait de disparaître vient d'aboutir. Mais cette victoire reste fragile. Franck et Sonia avaient eux-mêmes avoué qu'ils agissaient sans autorisation de leur hiérarchie. Patrick et Babette ont participé à une opération qui échappe désormais au cadre officiel, avec tous les problèmes que cela peut entraîner. Ils ont peut-être réussi sur le terrain, mais rien ne garantit que ceux qui les entourent considéreront leur méthode avec la même indulgence. Pendant ce temps, ailleurs dans Marseille, la relation entre Lucie et Zoé continue d'évoluer dans une atmosphère beaucoup plus légère. Leur sortie en scooter leur permet de partager un moment spontané, loin des préoccupations des adultes qui les entourent. Lucie découvre une jeune femme qu'elle trouve fascinante, tandis que Zoé profite d'une relation qui ne repose ni sur la méfiance ni sur son passé.
Ce contraste est particulièrement fort. Là où Patrick et Babette viennent de risquer leur vie dans une mission clandestine, Lucie goûte simplement au plaisir de rouler avec une nouvelle amie. Pourtant, même cette parenthèse contient une part de fragilité. Zoé n'a pas expliqué l'origine de ses talents pour les serrures, et Lucie ignore encore une partie importante de son histoire. Chez Baptiste, la situation demeure également en suspens. Après avoir parcouru une dernière fois le chemin avec Mathis, il veut croire qu'il a pris la bonne décision. Son fils s'est montré attentif, prudent et capable de se repérer seul. Rien, durant cette répétition, ne semble justifier une inquiétude excessive. Au contraire, tout paraît confirmer qu'il est prêt à franchir cette étape. Mais les paroles de Thomas restent présentes. Un enfant peut parfaitement connaître son trajet sans être préparé à tout ce que le hasard peut placer sur sa route. Baptiste ne veut cependant pas céder à la peur. Pour lui, protéger Mathis ne signifie pas nécessairement empêcher toute autonomie. Il veut apprendre à lui faire confiance, même si cette confiance s'accompagne d'une inquiétude difficile à faire taire. À l'hôtel, Patrick et Babette commencent eux aussi à croire que le pire est derrière eux. Tamara n'est plus en position de menacer Joël, et Sonia vient de reconnaître leur efficacité. Après tant de tensions, cet instant ressemble presque à une conclusion. Ils pourraient enfin rentrer chez eux, retrouver un quotidien normal et mesurer seulement après coup la folie de ce qu'ils viennent de traverser. C'est précisément à cet instant que la situation bascule une nouvelle fois. Des silhouettes apparaissent et avancent vers eux avec une détermination qui ne laisse guère de place au doute. Patrick et Babette comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas de renforts venus les féliciter. Morgan et Jean-Paul Bauer arrivent sur les lieux, et leur présence annonce une toute autre forme de danger. Cette fois, il n'est plus question d'une adversaire clandestine ou d'un piège invisible. Le problème vient directement de personnes que Patrick connaît, de policiers capables de mettre un terme immédiat à cette aventure. Après avoir échappé à Tamara et sauvé Joël, Patrick et Babette découvrent que leur victoire pourrait leur coûter très cher. Bauer et Morgan ne viennent pas simplement chercher des explications. Ils sont là pour arrêter Patrick et Babette. En quelques secondes, le sentiment de réussite disparaît. Le couple, qui pensait avoir enfin réussi à refermer cette mission dangereuse, se retrouve brusquement confronté aux conséquences de tout ce qui a été dissimulé. Patrick comprend alors que leur couverture a définitivement volé en éclats. Depuis le début, chaque mensonge avait servi à protéger l'opération, chaque absence avait été justifiée tant bien que mal, chaque risque avait été accepté au nom d'un objectif plus important. Mais désormais, il n'existe plus aucun moyen de maintenir cette façade. Pour Babette, le choc est tout aussi violent. Elle vient à peine de reprendre son souffle après avoir été sauvée de la cabane, puis de participer à l'arrestation de Tamara. Elle pourrait s'attendre à quelques minutes de répit. Au lieu de cela, elle voit arriver ceux qui vont lui demander des comptes. Leur mission se termine donc exactement là où une autre épreuve commence. Et tandis que Sonia et Franck assistent à cette arrivée inattendue, une évidence s'impose, sauver Joël n'a pas effacé les conséquences de leur choix. Patrick et Babette ont remporté une bataille essentielle contre Tamara, mais ils viennent en même temps de perdre ce qui leur restait de secret. Devant Bauer et Morgan, il n'est désormais plus possible de prétendre que rien ne s'est passé. L'arrivée de Bauer et Morgan transforme brutalement l'atmosphère. Quelques instants plus tôt, Patrick et Babette pouvaient encore croire que leur intervention avait enfin permis de refermer cette parenthèse dangereuse. Tamara était neutralisée, Joël venait d'être libéré, et Sonia avait reconnu leur efficacité. Pourtant, face aux deux policiers qui s'avancent vers eux, cette impression de victoire disparaît presque instantanément. Patrick connaît suffisamment Bauer pour comprendre qu'il n'est pas venu discuter calmement autour d'un café. Son attitude est claire, professionnelle, presque froide. Morgan affiche la même détermination. Aucun d'eux ne semble disposé à fermer les yeux sur ce qui vient d'être découvert. Le secret soigneusement entretenu autour de la mission ne tient plus, et Patrick sait que toute tentative pour détourner la conversation serait désormais inutile. Babette ressent le même basculement. Depuis plusieurs jours, elle a accepté de vivre dans une succession de mensonges, de silences et de risques au nom d'un objectif qu'elle jugeait nécessaire. Elle a suivi Patrick, puis choisi elle-même de continuer malgré la peur. Mais jusqu'ici, elle pouvait encore se convaincre qu'ils parviendraient à revenir ensuite à leur quotidien. Cette possibilité semble soudain s'éloigner. Bauer et Morgan viennent pour les arrêter. Le mot suffit à donner à la scène une gravité nouvelle. Patrick et Babette ne sont plus seulement deux personnes qui ont pris des risques inconsidérés. Aux yeux de ceux qui les découvrent ici, ils sont impliqués dans une opération clandestine dont les contours restent extrêmement opaques. Leur proximité avec Sonia et Franck ne fait qu'accentuer cette impression. Pour Patrick, la situation possède une dimension particulièrement douloureuse.
Il a longtemps travaillé aux côtés de Bauer et connaît parfaitement son sens du devoir. Il sait donc qu'il ne peut pas attendre de lui une indulgence automatique au nom de leur proximité. Lorsqu'un policier arrive pour procéder à une arrestation, l'amitié ou les souvenirs partagés ne suffisent plus nécessairement à modifier la procédure. Dans le même temps, Morgane se retrouve elle aussi face à une situation délicate. Quelques heures auparavant, sa principale préoccupation concernait Baptiste et l'impossibilité de trouver un moment pour le voir. Désormais, elle se tient devant Patrick et Babette dans un cadre beaucoup plus sérieux. Sa présence rappelle à quel point les différentes vies du Mistral peuvent se croiser brutalement, faisant passer une personne de l'intimité au devoir professionnel. Patrick regarde probablement autour de lui en essayant d'évaluer ce qui peut encore être expliqué. Sonia et Franck connaissent toute l'histoire, mais ils ont eux-mêmes reconnu qu'ils agissaient sans autorisation de leur hiérarchie. Leur témoignage n'efface donc pas nécessairement les irrégularités accumulées. Ce qui était jusque-là présenté comme une mission secrète prend soudain l'apparence d'une opération échappant à tout contrôle officiel. Babette, elle, pourrait rappeler qu'ils viennent tout juste de sauver Joël. Elle pourrait également souligner que Tamara représentait une menace concrète et qu'ils ont empêché une situation de s'aggraver. Mais elle sait aussi que le résultat ne suffit pas toujours à justifier la manière d'y parvenir. Ils ont menti, caché des informations et continué malgré les dangers évidents. Ce paradoxe rend l'instant particulièrement cruel. Patrick et Babette viennent de réussir précisément ce pourquoi ils ont accepté de se mettre en danger. Ils ont retrouvé Tamara, compris le message de Joël et agi au bon moment. Pourtant, au lieu de pouvoir savourer ce résultat, ils doivent immédiatement faire face à la conséquence la plus directe de leur clandestinité, ils ont été démasqués. Pendant ce temps, la journée de Lucie et Zoé conserve une toute autre couleur. Les deux jeunes voisines poursuivent leur rapprochement à travers cette sortie improvisée en scooter. Pour Lucie, Zoé devient rapidement quelqu'un de fascinant, capable à la fois de gestes surprenants et d'une spontanéité qui la séduit. Elle ne sait pas encore combien le passé de sa nouvelle amie pourrait expliquer certains détails. Zoé, de son côté, semble apprécier cette simplicité. Depuis longtemps, son histoire est associée à des secrets, à des erreurs et à des choix qui ont compliqué ses relations. Avec Lucie, elle peut momentanément être seulement une voisine sympathique qui possède un scooter et sait se débrouiller. Elle ne cherche pas à inventer une nouvelle identité, mais simplement à ne pas laisser son ancienne vie définir immédiatement leur relation. Le double des clés qu'elle lui a confiées prend alors une valeur particulière. Ce geste peut sembler pratique, mais il traduit aussi une forme de confiance. Zoé a longtemps évolué dans un univers où une clé, une serrure ou un accès pouvaient avoir une signification très différente. Cette fois, il ne s'agit pas d'entrer quelque part clandestinement, mais au contraire de partager volontairement un accès avec quelqu'un. Pour Lucie, ce rapprochement ouvre une nouvelle expérience. Elle admire déjà Zoé pour sa débrouillardise et son indépendance. Le scooter représente cette liberté qu'elle envie, la possibilité de partir sans dépendre constamment d'un adulte. Lorsqu'elle accepte de monter avec elle, elle ne voit probablement qu'une aventure légère. Pourtant, ce genre d'instant suffit parfois à créer rapidement une véritable complicité. À quelques rues de là, Baptiste continue lui aussi à réfléchir à l'autonomie, mais sous un angle beaucoup plus difficile. Mathis est ravi de pouvoir rentrer seul, et tout ce que Baptiste a observé lors de leur dernier trajet l'a rassuré. Son fils connaît le chemin, respecte les consignes et semble pleinement conscient de ce qu'il doit faire. Sur le papier, rien ne paraît réellement inquiétant. Mais être parent revient aussi à accepter qu'aucune répétition ne puisse garantir ce qui se produira lorsque l'enfant sera vraiment seul. Baptiste peut apprendre à Mathis où traverser, lui montrer les endroits à éviter, lui rappeler de rester attentif. Il ne peut pas contrôler les personnes qu'il croisera ni les événements imprévus susceptibles de modifier son trajet. La mise en garde de Thomas continue donc de résonner. Et s'il fait une mauvaise rencontre? Cette question n'offre aucune réponse rassurante, précisément parce qu'elle vise ce qui échappe à tout contrôle. Baptiste pourrait choisir la prudence absolue et renoncer. Pourtant, cela signifierait aussi repousser le moment où Mathis devra commencer à gagner progressivement en indépendance. Son désir de voir Morgane pèse évidemment dans sa décision. Baptiste veut trouver un moyen de concilier sa vie de père avec cette relation qui lui apporte quelque chose de nouveau. Mais cette motivation rend son choix plus sensible encore. Il ne veut surtout pas avoir l'impression de mettre Mathis en danger uniquement pour dégager du temps personnel, et cette frontière morale reste difficile à ignorer. Pour l'instant, il choisit toutefois de faire confiance à son fils. Mathis, enthousiaste, ne semble percevoir que la fierté liée à cette nouvelle responsabilité. Il ne voit pas les inquiétudes qui traversent Baptiste ni les réserves exprimées par Thomas.
À ses yeux, rentrer seul signifie surtout qu'on le considère désormais assez grand pour accomplir quelque chose que les adultes faisaient jusqu'alors pour lui. Dans le même temps, Patrick et Babette ne bénéficient plus de cette forme de confiance. Devant Bauer et Morgan, ils doivent au contraire faire face aux soupçons nés de tout ce qu'ils ont caché. Leur engagement dans cette affaire peut être compris par Sonia et Frank, mais il paraît autrement plus difficile à expliquer à ceux qui découvrent seulement la situation lorsqu'elle a déjà atteint son point culminant. Sonia se retrouve alors dans une position particulièrement inconfortable. Elle vient de féliciter Patrick et Babette, reconnaissant leur professionnalisme et le rôle déterminant qu'ils ont joué dans l'arrestation de Tamara. Pourtant, elle sait également que cette réussite a été obtenue dans un cadre que sa propre hiérarchie n'avait pas autorisé. Défendre le couple signifie donc aussi révéler l'étendue de sa propre désobéissance. Frank partage nécessairement cette difficulté. Tous deux ont choisi de continuer malgré l'absence de soutien officiel parce qu'ils estimaient que la mission devait aller jusqu'au bout. Leur décision a permis de sauver Patrick et Babette dans la cabane, puis de poursuivre la piste menant à Joel. Mais chaque succès ajoute paradoxalement une nouvelle preuve de leur implication dans une opération clandestine. Patrick comprend alors que la véritable question n'est peut-être plus de savoir s'ils ont eu raison sur le terrain. Il s'agit désormais de déterminer comment leurs actes seront interprétés une fois sortis de l'urgence. Dans l'action, une décision peut sembler indispensable. Une fois le danger écarté, les mêmes gestes sont examinés autrement, selon les règles, les responsabilités et les informations volontairement dissimulées. Babette regarde probablement son mari avec ce mélange de fatigue et de solidarité qui les accompagne depuis le début. Ils se sont disputés, ont douté, ont pris des décisions risquées, mais ils ont traversé cette affaire ensemble. Lorsque Patrick réussissait à retirer ses liens dans la cabane, il ne cherchait pas seulement à sauver sa propre vie. Son premier réflexe avait été de libérer Babette. Cette proximité donne à leur arrestation une dimension presque ironique. Ils ont refusé d'abandonner l'autre dans le danger, et ils devront maintenant également affronter ensemble les conséquences. Rien ne permet encore de savoir ce que Bauer et Morgan pourront accepter comme explication. Une chose est certaine, Patrick et Babette ne peuvent plus revenir au point où leur secret appartenait uniquement à quelques personnes. Le regard de Bauer marque symboliquement la fin de cette dissimulation. Lui qui connaît Patrick depuis longtemps se retrouve face à un homme dont il ignorait les activités récentes. Cette découverte ne peut qu'alimenter questions et incompréhension. Pourquoi Patrick lui a-t-il caché la vérité? Jusqu'où cette opération est-elle allée? Et surtout, combien de personnes ont été mises en danger par cette stratégie? Morgan peut se poser des questions similaires. Son intervention ne ressemble pas à celle d'une femme venue régler une affaire personnelle, mais bien à celle d'une professionnelle. Cette rigueur accentue encore l'impression d'un retour brutal à la réalité. Patrick et Babette peuvent avoir vécu leur mission comme une aventure exceptionnelle. Désormais, ils sont rattrapés par un cadre où chaque action devra être justifiée. La journée touche ainsi à un étrange point de rupture. D'un côté, Lucie et Zoé découvrent une nouvelle complicité. De l'autre, Baptiste accorde à Mathis une liberté dont il mesure imparfaitement le risque. Et au cœur de l'intrigue, Patrick et Babette voient leur liberté menacée précisément au moment où ils viennent d'en rendre une autre à Joel. Ce contraste révèle une même question sous plusieurs formes. Jusqu'où peut-on faire confiance? Lucie fait confiance à Zoé sans connaître son passé. Baptiste choisit de faire confiance à Mathis malgré les inquiétudes de Thomas. Patrick et Babette ont fait confiance à Sonia et Frank alors même que leur mission échappait à la DGSE. Chacun avance avec une part d'information manquante. Pour Patrick et Babette, cependant, le temps de l'incertitude est terminé. Bauer et Morgan sont là, et leurs intentions ne laissent aucune place au doute. Le couple doit maintenant accepter que son histoire secrète sorte de l'ombre. Tamara a été arrêtée, Joel est sauvé, mais la mission n'a pas véritablement pris fin. Elle vient seulement de changer de nature. En observant Bauer s'approcher, Patrick peut mesurer l'ironie de la situation. Quelques heures auparavant, il cherchait désespérément une sortie dans une cabane condamnée. Maintenant qu'il se trouve enfin à l'air libre, une autre forme d'enfermement se profile devant lui. Cette fois, aucun gaz toxique ni aucune porte barricadée, seulement les conséquences concrètes de ses propres choix. Babette, elle, n'a probablement plus l'énergie de fuir quoi que ce soit. Elle a voulu aller jusqu'au bout pour Joel, et elle l'a fait. Elle peut craindre ce qui va suivre sans pour autant regretter d'avoir compris le message laissé sur ce stylo. Sans cette intuition et sans leur intervention, l'issue aurait pu être tout autre. Ainsi, au moment même où Tamara perd le contrôle de la situation, Patrick et Babette perdent le contrôle de leur secret. Cette symétrie donne à leur victoire un goût profondément ambigu.
Ils ont réussi leur mission, mais ils ne peuvent plus choisir la manière dont elle sera racontée. Désormais, Bauer, Morgan et tous ceux qui découvriront la vérité auront leur propre jugement à porter. Patrick et Babette n'ont désormais plus aucune possibilité de faire comme si cette mission appartenait encore à un monde parallèle, secret et inaccessible aux autres. L'arrivée de Bauer et Morgan referme brutalement la parenthèse clandestine qu'ils avaient tenté de préserver. Leur arrestation vient rappeler que, même lorsqu'une action aboutit, les méthodes employées peuvent finir par exiger leur propre vérité. Patrick garde pourtant une forme de calme. Il sait ce qu'il vient d'accomplir avec Babette et il sait aussi pourquoi ils ont continué. Ils n'ont pas poursuivi Tamara par goût du danger, mais parce qu'ils étaient convaincus qu'abandonner la mission aurait laissé Joël sans protection. Cette conviction ne gomme pas leurs erreurs, mais elle donne un sens à tout ce qu'ils viennent d'endurer. Babette ressent quelque chose de similaire. Lorsqu'elle repense à la cabane, au monoxyde de carbone et à cette sensation de conscience qui s'éteignait peu à peu, elle mesure à quel point leur engagement aurait pu leur coûter la vie. Pourtant, quelques heures plus tard, elle a choisi de suivre l'indice laissé par Joël. Ce choix était dangereux, mais il a permis de la retrouver. La phrase de Joël prend alors toute sa dimension. En affirmant qu'elle avait laissé un peu d'elle, pour Babette, elle ne cherchait pas seulement à exprimer sa gratitude. Elle savait qu'une indication trop directe pouvait attirer l'attention de Tamara. Ce stylo oublié volontairement est devenu un lien silencieux entre deux femmes qui, sans pouvoir se parler librement, ont réussi à se comprendre. Isaac a joué malgré lui un rôle essentiel dans cette chaîne. En répétant fidèlement les mots de Joël et en signalant le stylo resté sur la table, il a permis à Babette de comprendre qu'un message se cachait derrière ce départ précipité. Sans ce détail, l'adresse de l'hôtel aurait pu passer inaperçue et Tamara aurait probablement disposé de davantage de temps. À l'hôtel, tout s'est ensuite joué en quelques instants. Sonia et Franck pensaient pouvoir intervenir seuls afin de préserver Patrick et Babette, mais le hasard a placé Tamara directement sur le chemin du couple. Son déguisement de femme de ménage aurait pu lui permettre de se fondre parmi le personnel. Pourtant, Patrick et Babette l'ont reconnu et ont compris qu'ils ne pouvaient pas attendre. Cette réaction résume finalement toute leur aventure. Ils ont parfois agi trop vite, souvent sous le coup de l'urgence, mais ils ont également su reconnaître le moment où ne rien faire aurait été plus dangereux encore. Leur arrestation par Bauer et Morgan ne change pas le fait qu'ils ont réussi à arrêter Tamara et à libérer Joël avant qu'il ne soit trop tard. Sonia elle-même l'a reconnu en les félicitant pour leur professionnalisme. Ce compliment reste paradoxal, puisque Patrick et Babette ne sont pas devenus soudainement des spécialistes du renseignement. Ils ont appris dans l'urgence, commis des imprudences et frôlé la catastrophe. Mais lorsqu'il a fallu prendre une décision décisive, ils ont su observer, comprendre et intervenir efficacement. Franck et Sonia, cependant, portent aussi une part importante de responsabilité. Ils ont poursuivi cette opération sans autorisation de leur hiérarchie à la DGSE. Patrick et Babette ont donc avancé dans un environnement où la protection institutionnelle qu'ils imaginaient posséder était en réalité extrêmement fragile. La révélation de cette désobéissance rend leur réussite encore plus dangereuse sur le plan des conséquences. Bauer et Morgan incarnent précisément ce retour à la règle. Leur arrivée ne signifie pas nécessairement qu'ils ignorent tout ce que Patrick et Babette viennent d'éviter, mais ils ne peuvent pas simplement effacer ce qui a été caché. Le couple va devoir expliquer sa présence, ses actes et son implication dans une mission qui a progressivement échappé à tout contrôle officiel. Pour Patrick, être arrêté devant Bauer possède forcément une saveur particulière. Il ne se trouve pas face à un inconnu, mais devant quelqu'un avec qui il partage une longue expérience professionnelle. Cette proximité rend la situation plus inconfortable encore. Les mensonges nécessaires à la couverture ont touché des personnes proches, et le moment est venu d'en mesurer les conséquences. Babette, de son côté, reste liée à Patrick dans cette nouvelle épreuve comme elle l'a été dans toutes les précédentes. Leur couple a traversé la peur, la confusion et l'urgence sans se disloquer. Dans la cabane, Patrick avait trouvé la force de la libérer au moment où lui-même perdait connaissance. À l'hôtel, ils ont encore agi ensemble sans réellement se séparer. Pendant ce temps, Lucie ignore complètement la gravité de ce qui se joue autour des adultes. Sa journée avec Zoé a au contraire été marquée par la découverte et l'excitation. Elle a trouvé chez sa nouvelle voisine une personnalité spontanée, débrouillarde et suffisamment libre pour transformer un problème de serrure en début de complicité puis en promenade improvisée. Zoé apprécie probablement cette relation pour une raison opposée. Lucie ne la regarde pas à travers les erreurs qu'elle a commises autrefois. Elle ignore son passé de voleuse et ne voit pour l'instant que cette jeune femme capable d'ouvrir une serrure avec une facilité incroyable. Zoé choisit de conserver le silence, non pour manipuler Lucie,
mais pour ne pas laisser ce passé définir immédiatement leur lien. Le double des clés devient ainsi presque symbolique. Autrefois, Zoé savait pénétrer dans des endroits qui ne lui appartenaient pas. Désormais, elle donne volontairement une clé à quelqu'un. Le geste dit quelque chose de son évolution sans qu'elle ait besoin de raconter son histoire. Il ne s'agit plus de franchir une frontière clandestinement, mais d'accorder un accès par confiance. Lucie, fascinée par le scooter, voit surtout dans Zoé une forme d'indépendance qui l'attire. Lorsqu'elles partent toutes les deux, elle ne pense pas aux secrets ou aux dangers possibles. Elle profite simplement d'un moment nouveau. Cette légèreté contraste fortement avec les inquiétudes de Bauer, qui, de son côté, est absorbé par l'arrestation de Patrick et Babette. Chez Baptiste, la question de l'indépendance possède une tonalité différente. Il a décidé de laisser Mathis rentrer seul après la garderie, convaincu que son fils connaît parfaitement le chemin. La répétition effectuée ensemble a semblé confirmer cette impression. Mathis observe les règles, fait attention et prend très au sérieux la confiance que son père vient de lui accorder. Pourtant, Thomas n'a pas oublié l'essentiel, aucun trajet n'est totalement prévisible. Son avertissement sur une éventuelle mauvaise rencontre reste suspendu au-dessus de la décision de Baptiste. Celui-ci a envie de faire confiance à Mathis, mais il sait aussi qu'il prend un risque. Ce risque est d'autant plus sensible que cette nouvelle organisation doit lui permettre de retrouver Morgane. Baptiste essaie néanmoins de concilier deux dimensions de sa vie qui semblent constamment entrer en compétition. D'un côté, il veut rester un père présent et responsable. De l'autre, il souhaite construire quelque chose avec Morgane malgré leurs emplois du temps incompatibles. Laisser Mathis gagner en autonomie lui paraît être une solution raisonnable, mais l'incertitude ne disparaît jamais totalement. La journée s'achève donc sur trois formes très différentes de confiance. Lucie fait confiance à Zoé sans connaître tout son passé. Baptiste fait confiance à Mathis en espérant qu'il saura gérer seul son trajet. Patrick et Babette, eux, ont fait confiance à Sonia et Franck avant de découvrir que ces derniers poursuivaient leur mission sans l'aval de leur hiérarchie. Dans chacun de ces cas, la confiance suppose une part de risque. Zoé pourrait un jour devoir expliquer ce qu'elle a caché. Baptiste pourrait découvrir que connaître un chemin ne suffit pas toujours à éviter l'imprévu. Patrick et Babette découvrent déjà le prix de leur confiance, ils sont maintenant arrêtés au moment même où ils pensaient avoir gagné. Le contraste est presque cruel. Tamara a été arrêtée, Joël est libre et la mission semble objectivement réussie. Pourtant, Patrick et Babette ne terminent pas cette histoire en héros célébrés par tous. Ils la terminent face à Bauer et Morgane, obligés de répondre de leurs actes et de révéler enfin ce qu'ils avaient tenté de maintenir dans l'ombre. Cette arrestation donne également une autre valeur à tout ce qu'ils ont traversé. La cabane, les liens, le monoxyde de carbone, le sauvetage de Sonia et Franck, le message caché de Joël, l'adresse de l'hôtel et la découverte de Tamara déguisée ne sont plus seulement une succession d'épreuves. Tous ces événements conduisent directement à cet instant où le secret éclate. Patrick et Babette sont donc démasqués au pire moment possible, précisément lorsqu'ils viennent de prouver qu'ils étaient capables d'aller jusqu'au bout. Le succès de leur mission n'empêche pas la chute de leur couverture. Au contraire, l'intervention finale rend leur implication impossible à nier. Devant Bauer et Morgane, chaque mensonge passé commence déjà à revenir à la surface. Pourtant, une certitude demeure. Si Babette avait ignoré le message de Joël, si Patrick avait refusé de retourner dans le danger ou s'il avait détourné les yeux en reconnaissant Tamara, la conclusion aurait pu être bien différente. Leur prise de risque a eu un prix, mais elle a aussi permis d'empêcher Tamara de poursuivre son plan. Ainsi se referme cette journée où chacun aura franchi une frontière. Lucie entre dans l'univers de Zoé. Mathis se prépare à gagner une autonomie nouvelle. Baptiste accepte de ne plus tout contrôler. Sonia et Franck assument leur désobéissance. Et Patrick et Babette, après avoir frôlé la mort puis arrêté Tamara, n'ont plus aucun endroit où cacher la vérité. Le couple se retrouve désormais face aux conséquences, mais il peut au moins regarder Joël libre et savoir que leur obstination n'a pas été vaine. Leur victoire reste imparfaite, presque amère, car elle se termine par leur propre arrestation. Pourtant, derrière cette chute apparente, il reste la preuve qu'au moment décisif, Patrick et Babette ont choisi d'agir plutôt que d'abandonner. Et lorsque Bauer et Morgane viennent finalement refermer l'étau autour d'eux, Patrick et Babette comprennent sans doute que le véritable danger n'est plus Tamara. La menace physique est terminée. Commence maintenant une épreuve différente, expliquer la mission, leurs mensonges, leurs choix et cette étrange aventure au cours de laquelle ils ont voulu sauver les autres avant de penser à eux-mêmes.